Alors, si vous arrivez sur cette vidéo, c'est soit parce que vous avez déjà vu la première partie et vous voulez voir la suite, et dans ce cas-là, je vous en remercie, soit parce que vous êtes arrivé ici totalement par hasard, et donc vous avez raté la première partie, et je vous invite à aller la voir maintenant, sinon vous risquez de ne pas comprendre tout ce qui va se passer à partir de maintenant. Pour rappel, dans la première partie, les 4 appareils étaient un ordinateur d'échecs Cytec, un lecteur MP3 plus vidéo Accord, une télécommande Freebox V5 et un GPS Mio Move. Cette fois, je vais m'attarder sur ce mini-drone Upson X4H107, cette carte vidéo avec un des premiers vrais GPU Matrox G100, cette carte son 16 bits Sound Blaster Vibra 128 et cette calculatrice scientifique démarquée. Un petit rappel d'un point que j'ai déjà expliqué dans la première partie de cet épisode, que vous êtes donc censé avoir déjà vu, mais sur lequel je reviens ici pour que vous compreniez pourquoi les appareils que j'ai choisis ne sont pas des plus récents. En fait, il faut savoir que aujourd'hui, la finesse de gravure des puces de silicium, alors entre parenthèses, je pense que je ferai un de ces quatre une vidéo pour vous expliquer ce qu'on entend par finesse de gravure exprimée en nanomètres, parce que je lis un peu tout et n'importe quoi sur le sujet, et je pense qu'il sera pas mal de recadrer un peu les choses. Donc cette finesse de gravure est aujourd'hui tellement importante qu'il faut disposer d'un microscope de surface beaucoup plus puissant que celui que j'ai pour pouvoir en apprécier tous les détails. Et pourtant, celui que j'ai est quand même plutôt très bien adapté à ce genre d'observation. Et c'est particulièrement vrai pour les GPU. Par exemple, à titre de comparaison, si je prends le Matrox MGA G100 que je vais analyser dans un instant, il contient environ 4 millions de transistors, ce qui est déjà pas mal pour l'époque, il est sorti en 97-98. Si je prends le cas aujourd'hui du GPU NVIDIA GP100 Pascal, à partir duquel ils font les cartes GTX série 1000, Titan X, etc. Il contient 15,3 milliards de transistors, c'est-à-dire un peu plus de 3800 fois plus. Et pour ça, pour voir les transistors, il faut absolument avoir un microscope à balayage électronique, sinon on n'a aucune chance de voir quoi que ce soit. Et on commence par ce mini quadcopter Upson H107. Celui-ci n'est plus fonctionnel, donc il va pouvoir être pleinement décortiqué. Et pour rappel, la vidéo bonus numéro 11 publiée sur la chaîne en novembre 2015 est consacrée à l'anatomie d'un drone identique à celui-là. Donc pour avoir tous les détails, je vous invite à aller la voir. Ce drone contient une platine double face mais dont les composants sont regroupés exclusivement sur la première. Et on compte 4 circuits intégrés en boîtier QFN. Ce boîtier Upson est sans nul doute le microcontrôleur principal, alors que ce A7105 est incontestablement un transceiver vu sa liaison directe à l'antenne que vous voyez juste au centre. Ce minuscule boîtier argenté est un quartz de 16 MHz utilisé par le transceiver et peut-être même aussi par le microcontrôleur. Concernant les deux autres boîtiers, on a ici un accéléromètre et ce quatrième est un gyroscope InvenSense. Et pour finir, nous avons un régulateur de tension et 4 transistors de puissance MOSFET pour les 4 moteurs. Je vous propose qu'on fasse d'une pierre 3 coups et qu'on s'intéresse à ces 3 circuits intégrés différents que sont le microcontrôleur, le transceiver et le gyroscope, pour que vous ayez un spectre encore plus large du niveau technologique qu'il peut y avoir dans un jouet de ce type qui est aujourd'hui des plus banals. Et pour vous donner une idée de la taille, regardez le rapport d'échelle qu'il y a entre eux et une pièce de 1 centime et de 1 euro. Je m'attarderai pas dans cette seconde partie sur les préparatifs avec l'acide sulfurique ainsi que les précautions à prendre. Et pour la petite anecdote, alors que je m'apprêtais à commencer, il s'est soudainement produit un phénomène météorologique inattendu qui n'a duré que 3 minutes mais qui n'est pas passé inaperçu. Je passe aussi rapidement sur la phase qui consiste à dissoudre les boîtiers en leur donnant un bain d'acide sulfurique concentré, je l'ai déjà assez longuement évoqué dans la première partie. Voilà, les 3 puces sont prêtes et je voudrais m'attarder dans un premier temps sur le gyroscope InvenSense car vous allez voir que c'est une pièce de silicium un peu particulière. Et en effet, comme vous le voyez, il a la forme d'une boîte fermée et c'est bien le cas puisqu'il s'agit de 2 minuscules pièces de silicium posées l'une contre l'autre et scellées par une résine spéciale. Chacune de ces parties contient le nanomécanisme capable de reproduire les fonctions gyroscopiques et le seul moyen que j'ai trouvé de les désolidariser est de les soumettre à une température extrême pendant plusieurs minutes. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai déjà consacré un épisode entier sur le sujet de l'accéléromètre accompagné d'une seconde vidéo sur le contenu de cette pièce de silicium. Alors vous allez assister à la séparation des deux parties et elle est tellement furtive que même au ralenti il faut être très attentif. Vous êtes prêts ? Première, deuxième.
et elles ont été littéralement expulsées par la chaleur. A titre de comparaison, une pièce de 1 centime d'euro mesure 16,2 mm de diamètre, donc voici le microcontrôleur, le transceiver et le gyroscope en 2 pièces. Et commençons par l'analyse au microscope du processeur principal. Et il a bien une tête de microcontrôleur, assez complexe d'ailleurs, avec au centre le cœur logique et arithmétique, probablement basé sur une architecture Cortex, de la mémoire flash ici et plutôt volatile là. Ce bloc ressemble à un synthétiseur générateur d'horloge interne, et comme tout bon MCU récent, je suppose qu'il doit également savoir gérer les interfaces de type SPI ou I2C. Alors j'ai zoomé sur une partie très analogique qui à mon avis doit appartenir à un convertisseur analogique en numérique, donc il aurait aussi un ADC. Et figurez-vous que le fabricant n'est autre que Nuvotron, alors que le boîtier est pourtant brandé Upsan, et il y a une date 2013. Cette matrice s'apparente à de la mémoire RAM, et toute cette partie à droite doit regrouper quelques millions de transistors, d'où cette densité de circuiterie. Et bien entendu, on ne voit que la couche supérieure, c'est ce qui est en dessous, mais hélas impossible à voir qui est le plus intéressant. Ceci est incontestablement de la mémoire flash, donc il doit en avoir une petite quantité, 16 ou 32 kilo-octets environ. Elle n'est pas très dense, mais elle est indispensable à son fonctionnement. Pas mal de condensateurs ici. On enchaîne ensuite avec le transceiver. Sa surface est plutôt très petite, il doit avoir une bande de fréquence assez réduite je pense, autour de 2,4 GHz, mais dans l'ensemble il dispose de tout ce qu'il faut pour faire le job. Je zoome en grossissement x400 pour avoir plus de détails, et cette sorte de grille marron fait office de blindage pour protéger les milliers de transistors des couches inférieures. Et on arrive sur un module où se distinguent 2 énormes inductances, et il faut savoir qu'une inductance est le composant le plus compliqué à reproduire dans un circuit intégré en silicium. Les petits carrés jaunes disposés un peu partout font office de condensateurs de filtrage, et tout au fond on aperçoit des couches de transistors. Je vais zoomer encore un peu plus pour affiner les détails. C'est très architectural comme conception, mais c'est surtout très complexe. On est à des échelles de quelques micromètres. Et si je zoome au maximum de mon microscope, on sent encore mieux les différentes couches de métal empilées les unes au-dessus des autres. Et on finit ce premier tour d'horizon par le gyroscope. Alors là, on est dans un tout autre registre car on n'a plus affaire de la circuiterie de quelques micromètres, mais à des microsystèmes électromécaniques qu'on appelle MEMS, avec comme source d'énergie l'électricité. Si je zoome pour être encore plus près, on peut mieux apercevoir les composantes de ces mécanismes. Je rappelle qu'on est à l'échelle micrométrique et que pourtant ces éléments mécaniques sont mis en mouvement grâce aux forces générées par des transducteurs électromécaniques qui opèrent comme une sorte d'interface entre le domaine mécanique et électrique. Et je rappelle aussi que j'ai fait un épisode sur les principes des accéléromètres capacitifs qui vous permettront de mieux comprendre leur fonctionnement. Et vous voyez que si je joue sur la profondeur de champ avec le microscope, on se rend compte qu'ils ont une véritable épaisseur. La seconde partie de ce gyroscope ressemble à ça avec encore beaucoup d'éléments capacitifs. Et il faut comprendre que tous ces éléments en mouvement produisent une tension électrique qui sera interprétée pour reproduire la fonction gyroscopique attendue. Deuxième objet électronique, vous reconnaissez sans doute ce connecteur DE15 femelle, il s'agit d'une ancienne carte vidéo Matrox, une des premières avec des fonctions hardware câblées pour la 2D et la 3D. Elle est basée sur ce GPU MGA G100A, et si on s'en réfère à cette date, cette carte a été fabriquée en 1998. Elle est constituée de 4 mégaoctets de SDRAM, j'ai bien dit mégaoctets et pas gigaoctets, qui sont disposés dans ces 4 boîtiers TSOP, directement adressés par le GPU, et vous aurez aussi sans doute remarqué qu'il s'agit d'un port AGP et non pas PCI. De l'autre côté, il n'y a aucun composant, tout est sur une seule face. Le quartz ici permet de cadencer le GPU, mais sa référence ne me rappelle aucune fréquence. Vous constatez aussi qu'il y a énormément de composants passifs, c'est toujours le cas pour des processeurs sensibles comme les GPU, le courant doit avoir le moins d'impuretés possible et surtout aucune harmonique de haute fréquence. Ce processeur est bâti en boîtier BGA avec plein de petites billes de soudure sous son mini-circuit. Le but étant de récupérer sa puce de silicium, il faut déjà commencer par détruire tout le plastique qui la retient.
C'est ce que je commence à faire dès le stade de dessoudage. Et vous voyez là les petites billes en question. Et avant d'aller plus loin, il faut désolidariser le mini-circuit du boîtier, donc je vous montre la manip en vitesse accélérée. La difficulté est de ne surtout pas casser le boîtier en deux par son centre, sinon la puce de silicium sera sectionnée net. Voilà, on peut l'apercevoir au centre vu de dessous, c'est bien sûr le petit carré blanc. Et maintenant, avant de pouvoir la tremper dans l'acide, il faut découper tout ce qui est en trop pour ne laisser qu'un morceau équivalent à la circonférence de la puce. Voilà, à ce stade, elle est prête pour son petit bain d'acide sulfurique à 150 degrés. Je passe très vite sur la manip et je vous épargne aussi le bain aux ultrasons. Et une fois la puce nettoyée, je la mesure à 7,2 mm de côté, ce qui en fait la puce la plus grande depuis le début de cet épisode. Alors très sincèrement, j'ai jamais trouvé que l'observation de GPU était si passionnante que ça et vous allez comprendre pourquoi. Là j'ai zoomé sur un bloc qui contient essentiellement de l'électronique analogique, beaucoup de condensateurs et de résistance et quelques transistors de puissance. On est donc sur un des blocs de gestion de l'alimentation de ce gros processeur et c'est presque plus intéressant que ce qui va suivre. Je reviens sur une vue plus globale et tout ce que vous voyez là, ce sont des transistors. Il y en a 4 millions en tout dans cette puce. Alors ne vous y trompez pas, on ne les voit pas, ce sont les couches métalliques qui composent la circuiterie. Les transistors sont en dessous, empilés sur 4 ou 5 couches pour pouvoir en faire tenir autant sur une puce de 52 mm². Là on arrive au-dessus de ce qui ressemble à un second bloc de gestion de l'alimentation. On a ici une interface d'adressage de la mémoire avec justement une matrice de mémoire volatile ici, donc un peu de RAM, et une seconde matrice identique juste à côté, et je pense qu'il s'agit de la mémoire cache de ce GPU. Je passe à un grossissement de x600 et on se retrouve avec des transistors à perte de vue. Donc vous comprenez maintenant pourquoi je disais que c'était moins hypnotisant que les autres circuits intégrés ? Troisième et avant-dernier objet à analyser, cette carte Sound Blaster 16 bits PCI, et la pièce qui nous intéresse est celle-ci, je n'ai jamais vraiment su à quoi pouvait ressembler le design de ce circuit intégré Creative, on verra bien. On a ici son quartz de 24,576 MHz, à l'époque on branchait ici le lecteur de CD-ROM si je ne m'abuse, et ceci est un TDA 1517, c'est-à-dire un amplificateur de puissance stéréo, avec toute une chaîne de condensateurs de liaison et de filtrage qui précèdent les sorties stéréo. Bon, je vais pas trop m'attarder sur les composants qui peuplent cette carte sortie en 2000 ou 2001, elle a eu ses heures de gloire et j'étais très content d'en avoir une comme ça à l'époque. Je suppose que ce QFP de 48 broches fait l'interface entre le processeur et le CD-ROM. Et pour info, il n'y a aucun composant de l'autre côté, juste une étiquette avec le numéro de série. Pas de temps à perdre, je retire le processeur du circuit imprimé. Ensuite j'applique la technique du chalumeau, comme déjà expliqué dans la première partie de cet épisode, en prenant garde de le faire sur l'arrière du boîtier pour ne pas risquer de calciner le silicium. Une fois que les flammes ont eu raison de lui, je peux le broyer sans appuyer trop fort pour qu'il relâche la puce de ses entrailles. Et oui, je m'étais pas rendu compte que la puce venait de tomber dans les débris d'époxy. Donc la voici, intacte, il ne reste plus qu'à lui donner un petit bain d'acide sulfurique pour finir de l'épurer. Et pour vous donner une petite idée de sa taille, la voici par rapport à la pièce de 1 centime d'euro. On peut donc maintenant passer à l'observation. Je découvre la bête en même temps, avec un cœur essentiellement composé de transistors assemblés pour la plupart en groupe de portes logiques. Et dans le domaine audio, c'est une configuration qu'on trouve surtout dans un DAC, un convertisseur numérique vers analogique. Je crois apercevoir ici un petit bloc de mémoire. Il faudrait que je zoome pour en être sûr. Et en effet, c'est bien de la mémoire dynamique avec sa table d'adressage juste à côté.
Et si je zoome davantage, on commence à apercevoir les transistors. Et par contre, je viens de découvrir que c'est un composant fabriqué en 1999 par Samsung pour Creative. Et je ne m'en serais pas douté, je pensais que Creative produisait eux-mêmes leurs circuits. Enfin, le dernier objet est donc cette calculatrice scientifique démarquée dont l'écran LCD s'est retrouvé brisé au fond d'un cartable, ce qui la rend définitivement inutilisable. Mais elle est tout à fait adaptée au sujet du jour puisque son système est contenu dans cette unique chip on board cachée sous cette pastille d'époxy. Et mis à part les quelques condensateurs de découplage que l'on trouve ici, il n'y a rien d'autre à signaler de particulier. Et pour faire popper cette pastille, il suffit de l'attaquer au mini chalumeau et si on s'y prend bien, ça fait gondoler la carte mère qui produit un effet popcorn. Exactement comme celui qui vient de se produire à l'image. La pièce carrée au centre est bien entendu la puce de silicium, mais la surface qui nous intéresse est de l'autre côté, et on ne la découvrira qu'une fois l'époxy dissoute. Et tous ces contacteurs disposés en cercle autour de la puce sont reliés à sa circuiterie par de minuscules fils d'or ou de cuivre selon sa nature. Et pour éviter d'avoir à dissoudre inutilement autant d'époxy, je découpe d'abord tout ce qui est en trop pour ne laisser que le périmètre de la puce. Il faut juste prendre garde pendant la manip de ne pas l'endommager parce que ça se brise comme du verre. Voilà, elle est prête à prendre son bain d'acide. Les émanations blanchâtres annoncent une toxicité redoutable, comme je l'ai déjà expliqué en première partie, mais il n'aura fallu que 3 minutes pour en venir à bout. Et pour cette dernière observation microscopique de l'épisode, on a affaire à un ASIC de calculatrice très classique, un peu comme celui que j'ai déjà analysé dans l'épisode numéro 15. Vu que sa surface est assez petite, on va plutôt utiliser un zoom x400. Il n'y a pas de référence signée du constructeur, c'est plutôt étonnant. Par contre, ce que je peux dire, c'est que la finesse de gravure date un peu. C'est un composant qui a sans doute été produit dans les années 90. Toute l'unité arithmétique et logique se trouve ici. C'est un très bon endroit pour zoomer encore plus et tenter de voir les transistors. Vous en avez un très bon exemple sous les yeux et je vais m'approcher encore un peu plus. Voilà à quoi ressemblent des transistors d'une unité arithmétique de calculatrice des années 90-2000. Je change la profondeur de champ pour les faire ressortir dans la distance. Aujourd'hui, cette technologie est obsolète et donc très peu chère à produire, mais elle est toujours d'actualité dans certains produits du quotidien, comme par exemple cette calculatrice qu'on peut se procurer pour une dizaine d'euros à peine. Bref, voilà pour cette étude en 2 parties de 8 circuits intégrés issus de produits grand public. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à les partager et à mettre des pouces vers le haut, ça aidera la chaîne à être encore mieux référencée. A bientôt!